Madame, Monsieur, bienvenue à vous dans cette animation des Handipacts de Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Stéphane Guénaud et Céline Desmélo, nous Bonjour. appartenons tous les deux à la coordination de ces deux Handipacts et nous sommes ravis de pouvoir aborder avec vous le thème de l'apprentissage. Nous avons préparé ce webinaire en particulier à l'attention des conseillers à l'emploi euh, et également aux personnes qui accompagnent les demandeurs d'emploi en situation de handicap enfin, dans leur construction de projets professionnels et en particulier dans leurs projets de formation. Euh, Avant de démarrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions techniques. Donc, vous avez vu qu'il y avait différentes fenêtres, hein. Donc, vous avez une fenêtre qui vous permet de télécharger le support de présentation du webinaire. Et puis, vous en avez une autre à côté sur les liens web. Je cite en particulier celui du Handipact parce que, en fin de compte, on va vous présenter un certain nombre d'outils, notamment des outils de communication. Et tous ces outils sont téléchargeables sur le site du handicap. Alors, comme on le ferait dans une réunion en présentiel, hein, moi je vous propose déjà de prendre un premier temps pendant lequel moi je vais vous demander, vous, de nous donner un petit peu euh, votre regard, votre point de vue sur l'apprentissage comme outil permettant eh bien, de former et d'accéder à l'emploi pour le public en situation de handicap. Donc l'idée, c'est d'identifier, selon vous, quels sont les freins, hein, euh, concernant le contrat d'apprentissage du côté des personnes, hein, et puis également du côté des employeurs. Et puis vous avez également la possibilité de signaler les. Donc pour les freins, vous avez vu que c'était pré-rempli, hein, et puis pour les atouts, ben, je vous laisse plutôt les remplir d'une manière libre. Si certains freins ne sont pas trouvés dans notre liste, vous avez toujours la possibilité de le rajouter dans la boîte de dialogue, hein, que vous avez à droite. Donc je vois que tout le monde est en train de participer. Et on se rend Lieu compte de là déjà, dès formation et maintenant, là on a difficulté à déjà bien ménager la rempli, formation. que concernant les freins, concernant les personnes en situation de Situation de handicap, handicap. eh bien on a ben, la rémunération quand même 30 euh, pour cette personne, mais on a quand même le lieu de 9 formation qui devient un frein important, et puis les difficultés pour aménager les 190. formations, hein. Ensuite, on a la rémunération et le manque de connaissance de l'apprentissage. Ben, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein. Donc ça, c'est quand même les principaux freins que vous faites apparaître pour le public en situation de handicap. Et puis en matière de levier, hein, d'atouts, c'est un bon outil de reconversion professionnelle pour certains. Voilà. Apprendre en situation in vivo, à la sortie, la personne a l'expérience et le diplôme. C'est une meilleure formation parce qu'il y a une dimension terrain. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Il y a de la théorie plus de la pratique, hein. Donc on voit effectivement l'intérêt de l'apprentissage pour les personnes. Côté employeur, je vois qu'il y a quand même moins de freins qui apparaissent, hein, si on compare aux participations pour les personnes, avec quand même une pénurie de candidats, je vous le confirme, une offre de formation inadaptée, effectivement, ça fait partie des difficultés mais qui sont en train, on va voir ensemble qu'il y a une évolution actuelle qui devrait venir régler en partie du moins, hein, cette question-là. On voit clairement que le coût d'apprenti, ben, ça reste un frein pour quelques-uns d'entre vous. Donc on verra quand même que dans la fonction publique, pour les travailleurs handicapés, c'est pas vraiment le cas. La méconnaissance de l'apprentissage, ben, ça reste un frein assez faiblement identifié. C'est assez étonnant parce que moi, j'aurais pas eu Cette vision. cette vision-là. Donc, on voit que le frein le Mm. plus fort, quand même, ça reste l'offre De de formation. formation Mm. inadaptée et la pénurie de candidats. Alors, pour les atouts, ben, je vois qu'on a quand même pas mal d'atouts. Les aides financières, le coût, le faible coût pour les employeurs, on est Mm. d'accord. L'outil qui permet d'anticiper sur des recrutements à venir, effectivement, ça peut être utilisé comme un outil RH.
des formations adaptées aux employeurs. Ben, vous voyez, on a vu que c'était un frein, donc en fait, Ça peut devenir. ça va dépendre des territoires. Ça va dépendre du territoire. Euh, une belle expérience et un engagement de l'employeur pour recruter du personnel pérenne, ben, pourquoi pas. Une bonne solution pour recruter, préparer des départs à la retraite. Donc on revient sur l'idée d'outils RH, argument GPEC idem, et les prises en charge sur le FIPHFP, donc on revient sur les aides. Euh, alors, effectivement, bah, écoutez, je vous remercie pour ces Mhm. précisions. Je ne vois pas forcément de freins supplémentaires apparaître euh, dans la partie de dialogue. Donc, pour nous, c'est quand même intéressant, puis même vous, hein, intéressant de partager la vision qu'on peut avoir de l'apprentissage comme outil de formation et d'accès à l'emploi pour le public en situation de handicap. Alors justement, regardons aujourd'hui où nous en sommes, quelle utilisation Je suis en train de remonter à la bonne diapo parce on a fait un test tout à l'heure et on a oublié de le remettre au bon endroit. Donc, quelques données pour avoir une idée d'où on en est aujourd'hui dans l'utilisation du contrat d'apprentissage dans les deux régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc on voit qu'on a des volumes qui sont différents d'une région à l'autre, hein. On a un rapport à peu près pas tout à fait de deux, hein, mais presque, parce qu'on a des régions qui sont quand même avec une population, même si le nombre de départements est assez proche, la population n'est pas la même. Donc on voit que sur la région Grand Est, on a une évolution qui est régulière, hein, 37 en 2014, 37 en 2015, 47 en 2016, 58 en 2017. Les chiffres de 2018 ne sont pas encore arrivés, mais moi je ne vois pas pourquoi on aurait baissé. Je pense que la progression a poursuivi. Et vous voyez, on est arrivé en 2017, on était avec des contrats d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap qui représentaient 5,5% de l'ensemble des contrats. On approche des 6%, hein. Donc voilà, c'est un chiffre quand même qu'on a tous en tête. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, on a une évolution qui est quand même plus irrégulière. Euh, on est passé de 8 en 2014-2015 à 21, donc une belle progression en 2015-2016. Et puis ensuite, on est redescendu à 16 et à 13 en 2017-2018. Alors voilà, hein, ça nous permet à tous de prendre, on se rend compte quand même que les chiffres sont faibles, hein, au regard du nombre de départements. Euh, voilà, ça permet à chacun de voir où on est. Sachant qu'il faut quand même, ces chiffres-là, ça correspond à... Il faut que sur les contrats d'apprentissage, la case travailleur handicapé ait Soit été coché. cochée. Alors, il suffit qu'un certain nombre de contrats euh, ne comportent pas cette croix, et puis dans ce cas, il passe à côté des stats. Hein, c'est quand même important de préciser cet élément-là. Ensuite, si on regarde quels sont les bénéficiaires des contrats, on a un peu plus d'hommes que de femmes, ce qui correspond à peu près au profil des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ensuite, c'est intéressant de voir quelle était la situation de ces apprentis avant leur signature de contrat d'apprentissage. Eh bien, on a 28% qui étaient demandeurs d'emploi. 17% qui étaient déjà en contrat d'apprentissage, ça veut dire qu'ils ont déjà fait peut-être certainement un contrat d'apprentissage de niveau 5, et puis ils ont dû poursuivre sur soit une formation complémentaire, une mention complémentaire, soit un autre contrat d'apprentissage, voire un niveau supérieur. 9% étaient salariés, donc on peut retrouver dans ces 9% les personnes qui étaient en contrat aidé notamment, hein. Donc c'est vrai que ça peut être une belle poursuite de contrat. L'employeur, s'il peut avoir peur des conséquences du handicap, bah, pour une personne qui était présente dans la structure plusieurs années, bah, on peut dire que ces questions-là, normalement, elles ne se posent plus. Et on a des employeurs qui ont envie de trouver des solutions un peu plus pérennes pour les personnes. Donc le contrat d'apprentissage, visiblement, a été utilisé. Puis ensuite, on va retrouver des stagiaires de la formation professionnelle. Même chose. Euh, comment dire, avoir un premier niveau de formation, c'est très bien, mais on sait que ce n'est pas toujours suffisant pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, aux besoins des employeurs. Et donc, le contrat d'apprentissage, ça peut être la poursuite
de la formation avec une dimension, c'est un contrat de travail, et ça permet également de servir un peu de transition vers un contrat de travail plus classique. Et puis ensuite, sur les derniers pourcentages, on va retrouver 24% de scolaires, 10% d'universitaires et 7% d'autres, peut-être des catégories mal renseignées, ou peu ou non renseignées, tout simplement. Voilà, donc, on se rend compte que par rapport à votre quotidien, par rapport au public que vous accompagnez, eh bien, en fait, on a quand même près de 50% un peu plus, même un peu plus de 50% des bénéficiaires de contrats d'apprentissage qui correspondent au public que vous accompagnez en recherche d'emploi, ceux qui sont en formation, ceux qui sont déjà en contrat d'apprentissage, euh, etc., en contrat aidé. Alors, sur quel métier se sont formés nos apprentis en situation de handicap? Alors, on est toujours dans la fonction publique, hein. Donc là, on se rend compte que, alors, vous voyez, ça se lit, on part du haut et puis on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va trouver qu'on a trois métiers qui représentent un peu plus de 50% des apprentis. Et puis ensuite, ça va être assez divers en fin de compte. Donc on en a près de 20% sur les aménagements paysagers. Donc on va retrouver beaucoup d'employeurs de type collectivité territoriale. On a ensuite 28% des contrats sur des postes de secrétariat ou de gestion administrative, 9% petite enfance, et puis ensuite on va retrouver vraiment 3% d'agriculture, 3% restauration, et puis non, je me suis trompé, c'est 3% en assistance sociale, 3% en agriculture et 7% en cuisine-restauration. Et puis tout le reste, ça va être vraiment divers, droits, ressources humaines, qualité, informatique, communication, réseau, etc. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une grande diversité. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer le flambeau à Céline qui va revenir sur les évolutions. Donc tout à l'heure, je suis passé assez rapidement sur le programme de ce webinaire. Je vais quand même revenir dessus rapidement. Donc effectivement, on va maintenant aborder les dernières évolutions. Ensuite, on reviendra sur la dimension, l'offre de formation et les titres pro. Parce qu'on sait que l'apprentissage, ce n'est pas un projet en soi. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui va permettre de se former. Donc, a priori, vous avez des personnes que vous avez accompagnées dans leur construction d'un projet professionnel. Ensuite, on se rend compte qu'il y a un delta formation. Et ce delta formation, eh bien, il y a différentes possibilités de le combler, hein. Donc, avec des formations à temps plein, des formations conseil régional, des formations Pôle emploi. Ça peut être un contrat de professionnalisation, ça peut être effectivement un contrat d'apprentissage, hein. Donc là, dans cette partie-là, on verra comment vérifier eh bien, que l'existence d'une formation en apprentissage qui peut correspondre aux besoins en formation d'une personne. Ensuite, on verra comment sécuriser un parcours de l'apprenti. L'apprentissage, ce n'est pas des vacances, hein. Il y a un temps chez l'employeur, il faut travailler. Il y a un temps en centre de formation, il faut travailler, il faut apprendre. Et, euh, et on est sur un public en situation de handicap pour lequel eh bien, la compensation va devoir, en fin de compte, se penser aussi bien chez l'employeur qu'en formation. Ensuite, on a on est dans la fonction publique, il y a quand même quelques spécificités, on les pointera, et puis on viendra sur des outils de communication qui ont vraiment été construits pour vous aider dans votre quotidien, pour vous simplifier la vie, à la fois pour informer les personnes et pour informer les employeurs publics. On est toujours dans la fonction publique. Donc je vous propose de revenir à la bonne diapo pour et bien voilà, comme ça on est directement sur les dernières évolutions donc, qui sont entrées en œuvre au 1er janvier de cette année. 2019, oui. Merci Stéphane. Donc effectivement, la réforme de l'apprentissage, elle est contenue dans la loi de 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et ça impacte un nombre de critères ou de choses par rapport à l'apprentissage que vous avez peut-être eu connaissance par ailleurs. Mais ça nous semblait important de revenir et qu'on ait tous le même niveau d'information sur ce sujet. Donc la première des grandes modifications, ça va être l'âge d'entrée dans l'apprentissage et pas dans la fonction publique.
Effectivement, un travailleur handicapé peut signer un contrat d'apprentissage sans limite d'âge, et ça, c'était déjà valable depuis plusieurs années. Mais ce qui va être intéressant de voir aussi par rapport à cette modification d'âge, c'est le souhait aussi d'élargir à des publics adultes l'apprentissage, puisque maintenant, l'âge maximum, c'est 30 ans, donc 29 ans et 364 jours exactement. Donc on voit que les CFA, ou en tout cas les centres de formation par l'apprentissage, vont avoir un public aussi beaucoup plus diversifié, et non plus que des jeunes en formation initiale qui poursuivent sur du CAP ou du bac. Une des grandes autres évolutions, ça va être la revalorisation de la rémunération, qui accompagne effectivement l'évolution aussi de l'âge d'entrée en formation en apprentissage, notamment en évoluant sur les rémunérations de base, hein, donc de 3 points à peu près, ou 2 points, il me semble. Par contre, la grande nouveauté, c'est pour les 26 ans et plus, où effectivement, là, on part sur du 100% du SMIC brut pour tous les contrats d'apprentissage, secteur privé ou secteur privé notamment. Et dans la fonction publique, vous avez une majoration en fonction du diplôme préparé. Donc, diplôme de niveau 4, c'est diplôme bac, BP par exemple. Et pour les diplômes de niveau 3, donc BTS et plus, ça va être une revalorisation de 20%. Donc ça a un coût qui va être intéressant pour l'apprenti. Il va avoir une rémunération qui va être nettement plus élevée. D'ailleurs, Stéphane voulait vous faire une petite aparté sur ce sujet en vous présentant quelques exemples. Alors c'est vrai que dans votre accompagnement, les personnes vont demander, oui, mais concrètement, le brut, c'est pas leur souci. Ce qui les intéresse, c'est combien je touche à la fin du mois. Donc on a fait une estimation. Alors c'est une estimation qui est pessimiste. Hein. Tu as précisé les 79%? Non. Non. Donc, en fin de compte, effectivement, le chiffre qui a été donné, c'est le SMIC brut pour les personnes âgées de plus de 26 ans. Il y a une précision, c'est qu'il n'y a aucune charge salariale sur 79% du SMIC. Le brut égale le net. Ce qui fait que ça nous fait un net assez important. Et donc, les charges salariales sont, donc c'est celles qui permettent de passer du brut au net, hein, ne sont appliquées que sur la partie du salaire qui excède 79% du SMIC. Et en fin de compte, je n'avais pas forcément. Là, j'ai pris comme hypothèse de calcul un niveau de charge égal à 23%, ce qui est assez pessimiste. Avec cette base-là, on arrive pour une personne, donc un adulte, qui préparerait un CAP, eh bien, un salaire net de 1 450 € net. Pour une personne qui préparerait un BP ou un bac pro, on est sur une rémunération de 1 560 € net. Et pour une personne qui préparerait un BTS ou au-delà, eh bien, on est sur un salaire de 1 680 € net. Donc, on est sur un salaire important. C'est des minimums. À titre d'exemple, j'ai fait vérifier ce calcul-là par un centre de gestion, le centre de gestion 70, que je remercie pour son coup de main. Eh bien, lui, en prenant les paramètres, le niveau de charge sociale de ses agents, eh bien, il arrive à un salaire de 1 497 €. Vous voyez, on est presque 50 € dessus. Ce qui fait que je préfère vous annoncer des chiffres un petit peu. Ils sont déjà quand même assez intéressants, suffisants pour intéresser le public. Et je préfère qu'ils aient une bonne surprise plutôt que d'avoir des personnes qui viennent réclamer et que ça crée des problèmes. Parce qu'en fin de compte, en fonction de la taille des établissements, les cotisations varient. Donc, ça me semblait plus prudent de communiquer de manière prudente. Voilà. Donc, vous voyez, le niveau de rémunération aujourd'hui, c'est devenu un véritable levier pour convaincre le public de s'intéresser à l'apprentissage. Pour ces précisions. Donc nous allons continuer. Une autre grande évolution, ça va être les aménagements des conditions de rupture. Donc effectivement, jusqu'à présent, le contrat d'apprentissage ne pouvait être rompu sans forcément commun accord pendant les 15 premiers jours, en tout cas la période d'essai qu'on appelait ça, mais chez l'employeur. Soit par rapport écrit signé des deux parties, donc là c'est vraiment une rupture d'accord des deux parties, ou décision du Conseil des prud'hommes. Là, aujourd'hui, on a une grande évolution qui va libérer un petit peu ça et qui va permettre effectivement des ruptures à l'initiative de l'employeur, donc pas n'importe comment non plus, parce que c'est cadré. Il faut que le licenciement soit justifié par cas de force majeure.
L'apprenti peut lui également démissionner. Donc là, il va y avoir aussi une procédure à suivre, hein. L'apprenti ne peut pas donner uniquement sa lettre de démission. Il va falloir qu'il prenne au préalable attache auprès d'un médiateur. Dans le secteur privé, vous allez avoir des médiateurs dans les chambres de métier ou les CCI, en fonction d'où dépend l'employeur. Et dans la fonction publique, comme on n'est pas rattaché ni à la CMA ni à la CCI, à ce moment-là, ça va être le service RH, hein, qui va gérer cet entretien un petit peu de médiation, hein, pour voir si on ne peut pas effectivement trouver des solutions. Et l'autre grande nouveauté, c'est qu'effectivement, quand un apprenti est exclu d'un CFA de manière définitive, à l'époque, l'employeur devait trouver un autre centre de formation. Maintenant, c'est considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Voilà, dans ce champ, les grandes évolutions. Il y a également l'aide financière au permis de conduire qui est ouverte à tous les apprentis. Il faut qu'ils soient majeurs, donc il n'y a pas de limite d'âge. Et ils peuvent bénéficier de cette aide à hauteur de 500 € pour financer leur permis. Elles sont cumulables avec les autres aides possibles pour l'emploi au conseil régional. Ça peut être un levier intéressant pour certains qui n'ont pas passé le permis auparavant. Alors, ce que je vous propose, Oui, c'est, avant de continuer, je vous ai parlé tout à l'heure de d'outils de communication qu'on a développés pour vous faciliter votre action au quotidien. Je vous propose, vu qu'on vient de vous donner quand même des évolutions, notamment concernant les personnes, de vous faire découvrir une vidéo qu'on a réalisée pour vous. Elle dure près de 5 minutes, mais je pense que c'est important que nous, on s'est rendu compte en échangeant avec les conseillers que ces outils étaient encore peu connus. Donc, je vous propose de les découvrir. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du Handipact, l'apprentissage, un élan pour votre nouvelle carrière. Pourquoi s'intéresser à l'apprentissage? Parce que l'apprentissage est un contrat de travail avec une rémunération attractive, notamment pour le public adulte, c'est-à-dire âgé de plus de 26 ans. Parce que l'apprentissage offre la possibilité de se former sur un nouveau métier compatible avec son état de santé. Parce que l'apprentissage facilite le retour à l'emploi durable, 7 apprentis sur 10 ayant un emploi 7 mois après la fin de leur formation, dont 60% en CDI. L'apprentissage est donc une véritable solution pour donner un nouvel élan à votre carrière. À qui s'adresse l'apprentissage? Bien que l'apprentissage ait l'image d'un dispositif pour les jeunes, c'est aussi un dispositif pour les adultes en situation de handicap. Seulement, aujourd'hui, peu d'entre eux s'intéressent au contrat d'apprentissage. Pourquoi? Selon un sondage réalisé auprès de demandeurs d'emploi en situation de handicap, les personnes interrogées pensent généralement que l'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Or, depuis le 1er janvier 2019, l'apprentissage s'adresse aux adultes jusqu'à 29 ans révolus, et il n'y a plus de limite d'âge pour le public travailleur handicapé depuis 2009. L'apprentissage s'apparente à un retour à l'école. Pourtant, les CFA accueillent des adultes en contrat de professionnalisation depuis plusieurs années, et il existe des titres professionnels en apprentissage. L'apprentissage est un dispositif mal payé. Or, le salaire a été revalorisé au 1er janvier 2019, et la rémunération des adultes de plus de 26 ans est de 100% du SMIC, avec une exonération des charges salariales sur 79% du SMIC. Ainsi, à titre d'exemple, dans la fonction publique, la rémunération mensuelle d'un apprenti adulte préparant un diplôme de niveau 5 est de 1 450 € net. Celle d'un apprenti adulte préparant un diplôme de niveau 4 est de 1 560 € net. Et elle est de 1 680 € net pour un adulte préparant un diplôme de niveau 3 et au-delà. À cette rémunération, le FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, ajoute une aide de 1 525 € versée en une fois à l'apprenti dans les premiers mois du contrat. Enfin, la rémunération de l'apprenti est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 17 599 €. Aujourd'hui, les conditions de rémunération en apprentissage sont donc attractives, adaptées à toutes les situations et répondent aux besoins des personnes en charge de famille. Oui, mais l'apprentissage, comment ça marche? Le contrat d'apprentissage est avant tout un contrat de travail à durée déterminée, pouvant aller de 6 mois à 4 ans. Le parcours est structuré en 2 temps, des périodes chez l'employeur et des périodes en centre de formation.
L'apprentissage prépare à des diplômes allant du CAP au diplôme d'ingénieur et permet de se former sur un large choix de métiers très répandus dans la fonction publique, comme animateur, chauffagiste, agent d'intervention sociale et familiale, mais aussi de plus en plus manager comptable, préparateur en pharmacie hospitalière ou bien encore juriste. Enfin, il faut savoir que le FIPHFP finance la compensation du handicap chez l'employeur et dans l'organisme de formation. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage comme solution de requalification et de retour à l'emploi, quelques conseils. L'apprentissage n'est pas un projet en soi. C'est un moyen de développer ses compétences au service d'un projet professionnel compatible avec ses contraintes de santé. Parlez-en à votre conseiller à l'emploi, il joue un rôle important pour vous orienter sur certains dispositifs. Il pourra également vous aider dans la recherche de votre formation et d'un employeur. Les centres de formation d'apprentis ont un rôle essentiel dans la réussite du contrat d'apprentissage. Ils pourront à la fois adapter les formations à vos contraintes de santé, mais également adapter le contenu de la formation. Enfin, ils sont en contact avec des employeurs qui recrutent régulièrement des apprentis et pourront vous apporter un appui et des contacts si nécessaire. Alors, une fois votre formation identifiée, faites-vous connaître auprès du CFA qui la dispense. Ils ont choisi l'apprentissage, pourquoi pas vous ? Bien, nous voici, c'est donc reparti. Nous allons, écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo bien fonctionnelle, hein, et que vous pourrez vous l'approprier. Donc, je vous propose de poursuivre maintenant sur l'offre de formation et les titres pro. Donc effectivement, on a vu tout à l'heure, hein, en tout début de webinaire, que c'était un petit peu une épine par rapport au développement de l'apprentissage, dans le sens où l'offre de formation n'était pas forcément adaptée. Donc on va revenir tout à l'heure et vous allez voir qu'il y a des choses qui évoluent aussi dans le sens où on va développer des formations différentes et autres. Donc les diplômes, effectivement, il faut savoir qu'il y a du niveau 5 juste du niveau 1 au niveau de l'apprentissage et qu'il y a effectivement un mécanisme de passerelle qui peut se faire d'un diplôme à un autre. Quelqu'un qui a un bac va pouvoir faire un CAP en 1 an par exemple, ou quelqu'un qui va avoir une première qualification dans un domaine professionnel va pouvoir compléter celle-ci par des certificats spécifiques, spécialisés, certifications spécialisées ou des mentions complémentaires en 1 an plutôt axées sur le métier. Donc je vous ai quand même mis cette offre de formation pour que vous ayez les diplômes un petit peu en tête, que vous retrouverez sur le site de l'ONICEP d'ailleurs. Alors par rapport à l'offre de formation, effectivement, la réforme a fait évoluer et a mis de la souplesse par rapport au développement de l'offre de formation. Alors auparavant, effectivement, il fallait que le CFA, pour une ouverture de formation, ait l'agrément du conseil régional. Donc ça, ce n'est plus le cas au 1er janvier 2019. Hein, il n'y a plus besoin d'agrément du conseil régional. Il faut quand même, malgré tout, pour les organismes de formation, faire une déclaration à la préfecture et une certification auprès de la directe. Donc ça va permettre aussi d'ouvrir un petit peu, par exemple, on avait des titres professionnels sur certains métiers qui étaient faits en contrat de professionnalisation, reconnus titre RNCP, vont pouvoir s'ouvrir au contrat d'apprentissage. Donc vous risquez de voir là assez rapidement des organismes de formation qui vont ouvrir à l'apprentissage. On n'a pas connaissance de toute cette nouveauté d'offres, donc rapprochez-vous des organismes de formation qui sont à proximité pour identifier avec eux quelles sont les ouvertures prévues pour cette rentrée de septembre 2019 et pour la suite, parce que les choses vont peut-être s'étendre sur bien 2-3 ans en termes de développement d'offres de formation. Et effectivement, les branches professionnelles vont être beaucoup plus investies et on va avoir des employeurs qui vont pouvoir aussi créer, on va dire, une formation adaptée à leurs besoins. Donc un regroupement d'employeurs peut effectivement créer et ouvrir une offre de formation en apprentissage pour répondre à des besoins bien spécifiques. Donc par rapport à la formation, même si les organismes de formation ont pour consigne d'alimenter les sites et les Cariforef de manière à ce qu'il y ait une vision et une visibilité de l'ensemble de l'offre de formation, voilà, il va y avoir une petite période de transition. Vous pouvez, dès maintenant, dès maintenant, vous avez le site de l'ONICEP ou un guide sur le Grand Est qui vous permet de référencer toutes les offres de formation qui étaient conventionnées au niveau du conseil régional dans un premier temps. Et également, vous avez des titres pro aussi qui étaient ouverts déjà à l'époque en contrat d'apprentissage qui sont répertoriés dedans.
Et vous avez en Bourgogne-Franche-Comté le site d'Amphore, qui est un site qui est relativement bien fait. Et comme les employeurs doivent informer les Carrefour-F des ouvertures de formation en apprentissage, on peut espérer qu'il soit quand même alimenté assez rapidement, en tout cas au vu de cette nouvelle offre. On va faire un petit test pour vous montrer comment il fonctionne. Non, il n'y a plus. Si, Site. partager. Ah, si. Tu vas aller où? Bon, n'importe. On peut commencer effectivement par le NICEP. Ah, Alors après, en fonction de ce que vous allez choisir en termes de recherche, vous pouvez soit rechercher une formation, soit un établissement. Donc imaginons que vous avez effectivement besoin de chercher un établissement, puis on fera la formation sur l'autre site. Par exemple, après la troisième, parce que voilà, on imagine plutôt un public adulte, donc soit du niveau 5, soit du niveau 4 en fonction du diplôme que la personne a déjà obtenu. Vous pouvez choisir votre région. Je sais, on va faire grand test. Allez, grand test. Et là, on va pouvoir marquer, je sais pas, moi, CAP paysagiste. ben voilà. Tu Ah peux oui, taper, s'il te plaît? Parce que je suis loin de... je peux le faire. Merci. Et du coup, normalement, si vous voyez le même écran que moi, vous devriez voir par département l'offre de formation qui peut être sélectionnée. Donc, dans le 51, on a 4 établissements, par exemple dans la Marne, qui fait une formation CAP. Et vous avez les établissements en fonction de la ville. Et après, vous pouvez cliquer dessus et vous avez effectivement les coordonnées complètes de l'établissement que vous pouvez contacter pour préparer la venue du futur apprenti. Voilà. C'est assez fonctionnel. Alors, par contre, vous verrez il y a forte chance que quand vous l'utiliserez la prochaine fois, ça sera un petit peu moins fluide parce que nous, on l'a utilisé quelques fois avant, donc là maintenant, on a pris l'habitude, hein. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc là, si on va chercher une formation, par exemple en Bon, contrat ce d'apprentissage, coup-ci, c'est en fort. oui, c'est en force sur le site Bourgogne-Franche-Comté, effectivement. Comme j'ai fait l'établissement sur le NICEP, je recherchais une formation par rapport à... Voilà. C'est la même chose. Donc oui, oui ou une autre, comme tu veux. Par contre, il faut que tu te mettes dans la fenêtre. C'est bon, si tu veux. Donc, si je mets un CAP cuisine pour changer. Vous avez effectivement un tableau après qui reprend tous les établissements qui font la formation d'un CAP cuisine. Et après, vous avez juste à cliquer sur un, par exemple, je sais comment on va aller sur Geringer, qui est dans le Jura. Vous avez le détail de la formation. Parfois, vous avez même le calendrier. Mince, Reviens en arrière. C'est-à-dire cliquer trop. j'ai été trop vite, je suis désolée. Voilà. Vous avez parfois les détails même de début de formation, de date de fin. Et vous avez les coordonnées voilà, pour contacter l'établissement. En sachant que dans chaque centre de formation, vous avez un référent handicap Normalement. qui... À Geminger, c'est le cas. Dans d'autres établissements, c'est le cas. Normalement. En tout cas, il y a quelqu'un de nommé. Après, en fonction de l'établissement, effectivement, il y a des correspondants handicap qui vont être plus ou moins investis, effectivement. Donc voilà pour rechercher. Alors, soit vous recherchez un diplôme. Une fois que vous avez le diplôme, vous allez rechercher l'établissement. Soit vous avez effectivement besoin de chercher la formation et vous pouvez avoir une liste de formations en fonction du secteur d'activité recherché. Donc ça, normalement, voilà, quand il y a des bilans de compétences qui sont mis en place ou en œuvre, il y a des choses qui sont faites avec le futur apprenti pour aller chercher ces formations. Arrêtez le partage. Et on revient au diaporama. Démarrer la vidéo. Donc voilà pour ces deux sites. On voulait quand même vous montrer comment ils fonctionnaient rapidement, de manière à ce que vous puissiez après, vous, aller dessus. Vous avez les liens sur le PowerPoint, donc n'hésitez pas à les utiliser pour la suite. Par rapport à la sécurisation du parcours, donc là, vous avez trouvé la formation, enfin, vous avez trouvé le futur apprenti, vous avez trouvé la formation, le centre de formation, l'employeur, et effectivement, il va se poser la question de la compensation de la situation de handicap, que ce soit en entreprise, que ce soit au CFA. Donc la loi de 2005, effectivement, réaffirme ce principe de compensation. Le poste de travail chez l'employeur, en général, c'est ce que vous faites au quotidien. Par contre, au niveau de la formation, au CFA, effectivement, il y a peut-être besoin d'un certain nombre de clés
pour apporter au CFA de manière à ce que les aménagements ou les adaptations soient mis en place. Et bien entendu, hein, le principe de compensation va être, on va dire, cadré par un certain nombre de réglementations en lien avec l'aménagement raisonnable. Moi, je vais me permettre d'insister sur ce point. Oui. Vous savez qu'on a des personnes pour lesquelles la construction du projet de reconversion professionnelle, bien souvent, ou quand ils sont plus jeunes, le premier projet, cette étape-là, elle a été longue et difficile. Et on est sur des personnes pour lesquelles il n'y a pas forcément un plan B ou un plan C. Hein. On sait que là, il faut vraiment qu'on arrive à réussir là parce que il y a l'envie, il y a la compétence, il y a une compatibilité handicap, on a eu la chance de trouver un employeur. Enfin, c'est une opportunité qui va être extrêmement, ça va être important dans la vie de la personne que cette opportunité-là, elle réussisse. Et ce contrat d'apprentissage, en fin de compte, ça reste quelque part un contrat qui a une certaine fragilité parce que si ça ne fonctionne pas chez l'employeur, eh bien, le contrat va casser. Et si ça ne fonctionne pas dans l'organisme de formation, ça va casser aussi. Donc, la question de la compensation dans l'organisme de formation, c'est une question qui va être qu'il faut prendre au sérieux. Il faut se poser les questions. Si à l'issue de s'être posé les bonnes questions, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de nécessité d'apporter des compensations, très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite sur ces questions-là, parce que le risque, c'est vraiment qu'on ait des personnes qui avaient pas 50 plans. Hein. Il y avait le plan A, et puis que le plan A. Et puis le plan A, quand il est planté, on sait ce que ça donne, parce que je pense que vous avez quelques personnes en accompagnement qui sont passées par, par ce type d'échec. Sachant, encore une précision, qu'on a quand même dans les passes, vous savez que l'offre passe a été, on est passé des PPS aux passes, et que dans l'offre des passes, il y a une attention toute parfaite. En tout cas, on peut les mobiliser. J'ai trouvé que dans la description de leur offre, leur intervention en formation est nettement plus présente, nettement plus visible. Donc, ne pas hésiter à faire appel à eux s'il faut vérifier la nécessité de compenser le handicap. On est sur le rythme, on est sur les conditions d'examen. Enfin je ne vais pas aborder. Céline va revenir sur les différents types de compensation au CFA. Donc effectivement, comme Stéphane le disait, il faut se pencher sur un certain nombre de compensations qui sont possibles et en fonction de chaque situation individuelle, notamment le rythme de la formation avec des aménagements de la durée du contrat d'apprentissage qui peut être soit allongé d'une année, soit effectivement réduite en fonction de la personne, de ses compétences et de ses connaissances déjà acquises. Il peut également y avoir un aménagement du temps de travail, donc il est possible d'avoir un contrat aménagé avec du temps partiel, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus, qui ne peuvent pas, hein, suite à des raisons de santé, être sur du temps plein. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Ça a déjà existé, en tout cas. Hein, on sait que ça fonctionne bien. Difficile à monter, mais une fois que c'est monté, ça fonctionne très très bien. Vous avez également tout ce qui est aide humaine, donc se poser la question effectivement en fonction des situations, peut-être davantage sur des personnes qui ont soit des troubles cognitifs, soit une déficience intellectuelle ou encore peut-être de la surdité. De la surdité, parfois on a la possibilité de mettre en place des auxiliaires de vie professionnels ou des interprètes, ce qui va permettre aussi à un moment donné soit de reprendre un certain nombre de consignes, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin effectivement que ce soit reformulé. Il y a des personnes qui ont besoin que ce soit réexpliqué d'une manière différente, etc., pendant le cours, pour avoir ce support-là. Vous avez également des aides techniques qui sont possibles, donc avec la possibilité de financer un certain nombre de matériels, comme des ordinateurs, des logiciels adaptés, des choses qui sont... Alors, j'avais marqué AVS entre parenthèses, auxiliaire de vie professionnelle, parce que ce n'est pas forcément des AVS. Mais en termes de formation en apprentissage, on a énormément de difficultés, en tout cas les CFA ont énormément de difficultés à recruter des AVS du fait du rythme de l'alternance. Et de ce rythme d'alternance, on n'a pas forcément d'AVS en face des personnes. Et du coup, le FIP vient en compensation avec l'auxiliaire de vie professionnelle, qui est une aide finançable par le FIP et HFP, où là, on peut prendre soit des enseignants, soit effectivement des personnes qui vont faire le rôle d'AVS. Voilà, pour ces précisions. Alors, on a quelques questions. Alors, effectivement, pour les AVS, je crois que Céline a répondu. On parle plutôt d'auxiliaire de vie au travail. Donc ça,
On nous demande si des offres en apprentissage spécifiques pour les travailleurs handicapés dans la fonction publique sont-elles centralisées sur un site spécifique? Alors, on a la seule offre de formation vraiment spécifique fonction publique existante à ce jour, c'est les secrétaires de mairie qui ont été développés par la fonction publique territoriale. Dans les deux régions, nous en avons, hein, notamment là avec l'université et le CDG 70. Nous avons aussi en Grand Est, c'est quel employé? Je ne sais plus. En Grand Est, je ne sais plus qui a cette formation, mais en tout cas, elles tendent à se développer, hein, même dans le département du 10. Là. On a quelques recrutements spécifiques TH, mais pas forcément sur l'apprentissage. Puis il y a certains recrutements qui se font quand même, notamment portés par les centres de gestion. Vous savez que chaque centre de gestion a une convention avec le FIPHFP. D'ailleurs, chaque 54 employeur. aussi, merci. Pardon? Non, la personne, Madame Leclerc, précisait dans le 54 aussi. Voilà. Alors pour l'instant, c'est la seule qu'on a en termes de visibilité, mais voilà, il se peut que ça évolue. Après, on a aussi beaucoup d'employeurs quand la formation n'était pas adaptée, hein, l'offre de formation, par exemple en comptabilité, il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à l'employeur public. Et dans ce cadre-là, la personne suivait la formation malgré tout en formation, parce que l'objectif du contrat d'apprentissage, il n'y a pas forcément le recrutement derrière, mais c'est pour monter en compétence la personne et lui permettre de se repositionner sur le marché du travail. Donc du coup, c'est aussi d'avoir des compétences dans le secteur privé, hein, au cas où la personne ne puisse pas être maintenue chez l'employeur public. Eh ben, on constituait la formation au CFA et des modules complémentaires où il y avait la spécificité fonction publique qui était vue. Alors, ça peut aussi se construire comme ça. Et pour revenir sur les offres spécifiques, vous savez que le FIPHFP va passer des conventions avec un certain nombre d'employeurs, dont on retrouve tous les centres de gestion. On va retrouver les deux conseils régionaux, la plupart des départements, pas tout à fait tous, et puis certains centres hospitaliers, et la plupart des ministères. Dans ces conventions-là, on retrouve des objectifs de recrutement d'apprentis en situation de handicap. Donc, je pense qu'effectivement, se rapprocher du centre de gestion, par exemple, ça me semble être le bon réflexe à avoir, hein, sachant qu'eux, souvent, ont besoin, ça les aide d'avoir des candidatures pour aller convaincre les employeurs. Hein. Donc, je sais qu'en général, les conseillers ont besoin d'offres et les centres de gestion demandent plutôt des candidats pour aller convaincre les collectivités. Voilà. Oui, Madame Roux qui rebondit sur le volet formation à temps partiel ou à temps plus long. Parce qu'effectivement, quand on part sur du temps partiel et qu'on doit faire la formation dans la globalité, souvent ça va se traduire par un allongement de la formation. Donc il y a certains centres de formation qui ont encore des difficultés à le mettre en place. Sur des situations bien particulières et précises comme ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher de moi. Et comme ça, on pourra traiter ensemble la situation et faire le lien avec le centre de formation pour qu'il ait un appui. Voilà. Je rappelle que Céline était référente handicap dans un CFA. Elle a une vraie expérience terrain de ces aménagements, ce qui sera particulièrement utile pour vous apporter un appui et échanger avec les CFA. Donc, par rapport aux aménagements pédagogiques, le CFA va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses, notamment dans l'individualisation du parcours. Donc, télétravail qui est tout à fait possible, du moment que le médecin considère qu'effectivement la situation de la personne le nécessite. Un soutien pédagogique, donc là, ça va être un renforcement un petit peu des enseignements de base pour certains apprentis où c'est nécessaire. L'adaptation des supports pédagogiques, ça peut être de différentes formes. Ça peut être l'accessibilité des documents numériques, mais ça peut être également aussi le facile à lire et à comprendre qui va être utile pour bien des apprentis, puisqu'on voit bien qu'il y a des difficultés aussi avec tous les troubles 10 qui ne sont pas forcément actuellement tous reconnus en situation de handicap, mais en tout cas qui va être un réel plus pour l'ensemble de la classe. Excuse-moi. Et il ne faut pas oublier les aménagements, effectivement, des examens, parce qu'il faut y penser dès le début, dès l'entrée en formation, pour éviter que la personne se retrouve confrontée à la difficulté de ne pas avoir les aménagements qu'il a eus au cours de la formation, lors des épreuves, qu'ils soient terminales ou en contrôle continu de formation. Donc, je vais développer deux points, l'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage et l'aménagement des examens. Donc, avant la réforme, c'est vrai que les choses étaient assez claires. C'est le CFA il y avait des CFA qui étaient reconnus pour bilanter, on va dire, les futurs apprentis. Et on leur faisait passer un certain nombre de tests, notamment sur les connaissances et sur les compétences,
pour identifier si oui ou non il était nécessaire de réduire. C'est surtout dans le sens de réduire la durée de la formation. Pour l'allongement, on peut le faire également, hein, ça pose aucun problème, ça nous permettra de répartir, on va dire, les priorités en termes de modules pour acquérir un certain nombre de compétences et de connaissances nécessaires. Ensuite, il y avait une demande de dérogation qui était réalisée auprès du rectorat du ministère de l'Agriculture ou de la Directe en fonction du diplôme, hein, s'il était éducation nationale ou si c'était un titre RNCP, on n'allait pas s'orienter vers la même personne. Il y avait l'avis du CFA de l'apprenti et de l'employeur, et c'était l'instance rectorat ministère de l'Agriculture ou Directe qui donnait, on va dire, son dernier avis. Hein, il fallait effectivement qu'il soit d'accord avec l'aménagement de la durée qui était proposée et la formation pédagogique qui allait être mise en place en fond. Et s'il y avait un refus, on rebasculait sur la durée initiale. Avec la réforme sur l'apprentissage, ça risque d'évoluer. Donc il y aura certainement quand même cette phase d'évaluation qui va être nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Hein. L'objectif, c'est pas de mettre l'apprenti en difficulté. Même s'il y a un souhait de réduire, il faut s'assurer que c'est possible de réduire la durée du contrat d'apprentissage sans mettre en difficulté la personne. Et ensuite, qui est l'avis de l'employeur et de l'apprenti, du futur apprenti. Et du CFA, bien entendu. Donc, pour la suite, il semblerait que ça va passer sous forme de convention. Au final, il y aura un contrat d'apprentissage qui sera signé. Et au vu, après, de la situation individuelle de chacun, il y aura une convention qui viendra redétailler les objectifs de la réduction de durée de contrat et qui va détailler les objectifs. Ouais. Et puis, le déroulé, on va dire un petit peu de formation pour repréciser effectivement l'ensemble du programme. Hein, l'objectif, c'est vraiment que la personne, même si elle est dans une démarche de réduction de durée de contrat, elle soit en capacité, au vu du temps réduit, d'acquérir tous les modules et toutes les connaissances techniques nécessaires à la passation du diplôme. Donc, l'aménagement des conditions d'examen. Donc là, toute personne en situation de handicap peut bénéficier de ces aménagements spécifiques, c'est dans le Code du travail. Et les aménagements qui vont être autorisés doivent être stipulés dans toutes les convocations aux examens, que ce soit du CCF, que ce soit du contrôle terminal. Donc, les exemples d'aménagement, pour vous donner des idées de ce qui est possible, ça peut être l'augmentation du temps. Donc ça, c'est très courant en général. On le propose systématiquement aux personnes. La possibilité de dispense d'épreuves. Donc là, par exemple, quelqu'un qui a une surdité ne passera pas les épreuves d'anglais. La passation d'épreuves reportées à la session de remplacement ou étalée. Donc ça va dépendre vraiment si la personne a vraiment de gros troubles cognitifs et qui a un besoin à un moment donné de temps par rapport à ses révisions. Bénéfice des épreuves et des unités validées pendant 5 ans. Donc ça, c'est pour tous les diplômes. Hein. Si la personne se présente une première fois et valide, par exemple, je ne sais pas moi, 3 ou 4 modules, le français, l'histoire, les maths, parce qu'ils sont obligés de le passer, ça sera valide pendant 5 ans et il pourra repasser le reste de ses modules sur le même diplôme. Les aides humaines, donc il y a possibilité d'avoir quelqu'un qui écrit, hein, sous dictée de l'apprenti. Il peut y avoir des interprètes qui peuvent être mis à disposition. Il y a également tout ce qui est conditions matérielles, espace suffisant, possibilité de se restaurer. Voilà, ça dépendra vraiment de la situation individuelle de chacun. Mais on peut retrouver également les aides techniques. Hein. Si quelqu'un avait un ordinateur équipé d'un certain logiciel, il pourra l'utiliser également le jour des épreuves. Et pour les oraux, il y a possibilité aussi de communication uniquement par écrit, pas forcément du coup par l'oral, pour certains. Voilà. Donc il existe quand même une multitude de possibilités. Et effectivement, il faut savoir que ces aménagements d'examen doivent être pensés dès le départ de la formation pour éviter tout souci. Et ça, c'est à l'apprenti de faire la démarche. Donc la famille pour les mineurs ou l'apprenti pour la personne majeure. Ils doivent accompagner via le CFA, il doit être accompagné, hein, bien évidemment. Il y aura un certain nombre d'éléments que le CFA va donner. Et ensuite, il va faire sa demande écrite concrètement de quoi il a besoin, lui, par rapport à ses aménagements. Et si besoin, un médecin pourra le rencontrer pour valider les aménagements qui sont proposés par la personne. Et je vous ai mis les contacts des personnes à contacter en fonction du lieu. Si c'est des diplômes éducation nationale, vous avez les différents rectorats. Si vous avez
des diplômes ministère de l'Agriculture, vous avez le contact à la DRAF. Pour les titres professionnels, ça va être les contacts à la directe ou les responsables pédagogiques des formations qui peuvent les accompagner. Pour le niveau supérieur, donc universitaire, ça va être le responsable pédagogique du diplôme qui va faire le nécessaire. Et pour les diplômes de l'animation et du sport, c'est la DRJSTS, pardon, les différents territoires où vous avez des contacts médecins conseillers en fonction du lieu. Voilà. Donc j'espère que pour les aménagements, vous y voyez un petit peu plus clair. Hein. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Par rapport à l'apprentissage, au contrat d'apprentissage dans la fonction publique, effectivement, nous avons quelques particularités. Et il est nécessaire que vous en ayez connaissance pour faciliter en tout cas la venue en apprentissage d'une personne dans le secteur public. Premièrement, l'assurance chômage. Vous pouvez contacter des employeurs publics qui ne sont pas au courant. Hein, donc sachez que pour tout apprenti, il y a possibilité d'adhérer à l'adhésion spécifique au régime d'assurance chômage qui est applicable depuis 2014 et qui permet à l'employeur, au terme du contrat d'apprentissage, s'il ne peut pas garder l'apprenti sur un contrat plus pérenne, à ce moment-là, le chômage, ce ne sera pas l'employeur public qui rémunérera la personne, mais ça sera effectivement l'État qui prendra en charge la rémunération lors du chômage. Parce que vous avez des employeurs publics qui sont leurs propres assureurs, qui assurent l'assurance chômage de leurs agents. Et effectivement, pour des agents qui vont rester à vie, il n'y a pas de risque chômage. Mais par contre, pour cet apprenti qui n'a pas vocation forcément à être titularisé à l'issue de son contrat, il y a un vrai risque chômage. Donc nous, on a vu des employeurs publics qui n'avaient signé aucun contrat, alors que sur le principe, ils étaient partants à cause de ce coup-là. Hein, parce que vous savez qu'il y a une aide importante du FIP pendant que la personne est en contrat, mais il n'y a plus d'aide du FIP sur la dimension assurance chômage. Donc là, c'est pris intégralement par l'État, sauf si on ne coche pas la case. Donc ça, c'est la case qui vaut des milliers d'euros. Oui. Hein. Effectivement. Vas-y, parce qu'on est... Oui. Donc la visite médicale d'embauche, elle va être très importante. Hein. Tout apprenti mineur doit faire la visite médicale avant avant la date de début du contrat. Et pour les apprentis majeurs, il faut que ce soit effectivement fait assez rapidement. On précise, si possible, avant le début du contrat pour les personnes en situation de handicap, dans le sens où on va avoir besoin des préconisations dans la fonction publique du médecin de prévention, du médecin du travail, pour mobiliser l'ensemble des aides du FIPHFP, que ce soit en entreprise, chez l'employeur public, que ce soit au CFA. Donc, aménagement, comme on a pu le voir, hein, après la réflexion, tout ce qui était possible en termes d'aménagement, on peut quand même demander un certain nombre de financements sur l'aménagement technique, sur l'aménagement humain avec la mise en place du tutorat, mais également des accompagnements externes qui peuvent venir soutenir l'apprenti lors de sa formation. Alors, un petit conseil pratique, vous savez qu'il y a une carence chronique de médecins de prévention et du travail dans la fonction publique. Donc, l'idéal, c'est que lorsque la personne arrive à sa visite médicale, eh bien, elle est déjà, que le médecin puisse avoir tous les éléments, toutes les préconisations que vous avez pu identifier en matière d'aménagement, qu'il s'agisse des aménagements en formation, des aménagements chez l'employeur. Et comme ça, en général, le médecin valide ces propositions-là. Et ensuite, l'employeur a tous les éléments pour pouvoir les mettre en place et faire les demandes de financement auprès du FIPHFP. Donc il y a également, au-delà du CERFA, le centre de formation réalisera une convention de formation pour l'employeur. L'objectif là étant pour le centre de formation d'indiquer sur cette convention l'ensemble des aménagements nécessaires pour la pédagogie et pour les aménagements techniques ou autres, afin que la personne soit dans de bonnes conditions lors de sa formation. Si c'est indiqué dans la convention de formation et qu'effectivement on sait quel est le coût exact, ça permettra ensuite de faire facturer. Hein, le CFA pourra facturer à l'employeur et l'employeur, lui, pourra demander remboursement au FIPHFP. Ce modèle de convention de formation est hyper important parce que sans ça, le FIP ne rentrera pas en compte. Donc, par rapport aux aides, effectivement, vous avez peut-être vous en connaissez certaines, on va les relister. Donc, 80% de la rémunération brute
qui est prise en charge par le FIPHFP. Les frais de surcoût liés aux actions de formation, donc à hauteur de 10 000 euros. C'est vrai que la réforme est venue impacter un peu le financement des actions de formation en apprentissage par un coût contrat qui a été défini. Et dans le secteur privé, ça va être les OPCO qui vont prendre en charge ces coûts contrats. Dans la fonction publique, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Je ne sais pas si les OPCO rentreront en compte ou si c'est France Compétences ou si ça sera à la charge carrément de l'employeur public. Si ça allait de toute façon, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec des personnes en situation de handicap, le FIP, lui, vient prendre en charge ses coûts de formation. Donc, il n'y a pas de souci, jusqu'à 10 000 euros, ça passe amplement. Formation du maître d'apprentissage. Donc, il y a possibilité effectivement d'accompagner le maître d'apprentissage pour qu'il puisse accompagner de manière cohérente et sécure l'apprenti en situation de handicap. Vous avez le tutorat qui peut être effectivement proposé. Donc, l'employeur, lui, va pouvoir valoriser le temps que le maître d'apprentissage va passer pour accompagner l'apprenti sur le poste de travail, dans une limite, bien entendu, de 228 heures par an, mais ça peut effectivement valoir quand même... il y a ça un intérêt quand même de le demander, parce que ça demande un encadrement, un temps d'encadrement qui va être important. Donc pareil, pour la mise en place du tutorat et de cette aide, il est nécessaire que la mission soit formalisée. Il faut qu'il y ait effectivement une trame avec des objectifs bien définis du temps que va consacrer le maître d'apprentissage. Donc je vous ai mis quelques exemples. Donc ça va être la relation pédagogique, ça peut être l'intégration, l'accompagnement sur le poste, ça peut être l'écoute, le soutien, ça peut être le temps nécessaire aussi aux relations avec le CFA, qui peut être pris en charge. Et cette aide-là, elle va être importante dans votre argumentaire auprès de l'employeur. C'est que vous avez vu que le coût salarial de l'apprenti est pris en charge à 80%, donc il reste 20% à la charge de l'employeur. La formation est prise en compte, la compensation du handicap est prise en compte. Donc pour l'instant, il reste que ces 20% de salaire. Eh bien, ces 20% de salaire, ils vont être quasiment, voire même compensés budgétairement, j'entends, par ce budget de 228 heures par an financé sur le temps de maître d'apprentissage. Donc, on arrive à un projet qui, budgétairement, est neutre. Est neutre pour la collectivité. Ça va lui coûter du temps du temps de maître d'apprentissage, mais d'un autre côté, l'apprenti, rapidement, il se met à également produire. Donc, l'un dans l'autre, ça reste un projet qui est... en tout cas budgétairement neutre, et puis en termes de travail qui est même bénéficiaire quelque part pour l'employeur. Donc rapidement, vous pouvez aussi également mobiliser l'accompagnement socio-pédagogique, donc là plutôt un acteur externe. On l'a vu sur certains territoires, par exemple le dispositif d'IRFA à l'époque, il y a certains employeurs publics qui avaient conventionné pour avoir un accompagnement un peu renforcé lors de la durée du contrat. Vous avez l'aide forfaitaire à destination de la personne. Cet accompagnement, c'est important, effectivement. Les dispositifs PAVA, etc., ça s'arrêtait, il nous disait oui, mais vous comprenez, on accompagne bien l'apprenti jusqu'au contrat d'apprentissage, puis vu qu'on est sur un financement AGFIP, eh bien après, dans la fonction publique, on ne peut plus. Eh bien si, c'est cet accompagnement-là qui va permettre de financer, et puis on est quasiment à 5 200 euros par an, il y a quand même de quoi financer un accompagnement. Donc il y a possibilité de venir étayer par le même acteur, et c'est important que ce soit le même, parce qu'il connaît l'apprenti le connaît, la confiance est là, l'employeur le connaît, à un moment donné, il faut garder ce qui fonctionne. Oui, tout à fait. Donc l'aide forfaitaire, donc là c'est à destination de l'apprenti. L'apprenti en situation de handicap qui signe un contrat d'apprentissage avec la fonction publique a la possibilité de se voir recevoir cette aide de 1 525 euros. Donc après la période d'essai par contre. Donc il y a toujours un temps d'attente. C'est pas en la signature du contrat, c'est un petit peu après. Et c'est toujours l'employeur c'est pas le FIP qui verse, c'est toujours l'employeur qui verse et ensuite qui se fait rembourser par le FIPHFP. Oui, c'est vraiment une particularité du fonctionnement FIP. Et vous avez tous les autres moyens mobilisables par rapport à la compensation. Donc prothèse auditive par exemple, transport adapté aussi qui peut être mobilisé, ou aide humaine et tous les aménagements techniques possibles qui sont mobilisables également en parallèle de toutes ces aides. Voilà. Alors on a réalisé pas mal d'outils de communication, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment pour vous. J'avais prévu de vous passer la vidéo pour les employeurs, mais là le temps commence à dépasser un petit peu, donc je vous invite à aller visiter. Ce que je vais vous montrer quand même,
c'est sur les sites. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, je crois qu'on y est. Donc, sur le site du Handipact, vous avez un onglet apprentissage. Je clique sur l'onglet. Vous avez ici, c'est des parties qui sont extrêmement riches. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous invite à aller voir sur les salaires, les procédures, etc. Vous avez tous les détails. Hein, et donc, je vous invite à y passer un petit peu de temps. Ça peut être une source d'info pour vous. C'est aussi une source d'information pour les employeurs et éventuellement pour les personnes en situation de handicap. Donc, vous allez retrouver ici l'argumentaire qu'on a construit pour les employeurs. Et ici, vous allez pouvoir construire un certain nombre de documents. Vous avez une plaquette apprentissage, c'est un 4 pages qui a vraiment été fait à l'attention des employeurs pour l'expliquer. Donc, vraiment les arguments dits politiques. Et puis ensuite, on explique sur le principe ce que c'est que l'apprentissage. Vous pouvez les imprimer. Et puis ensuite, ça vous permet de laisser quand même un document. Vous imprimez ça sur un A3, un format A3 plié en deux, recto verso, et vous avez quelque chose qui est parfait. Ensuite, on a fait des fiches apprentissage qui étaient plutôt dédiées au CFA, mais derrière, vous voyez, c'est un 4 pages, même chose, mais j'attire votre attention là-dessus, on s'explique au CFA comment ils peuvent faire pour compenser le handicap, et on a mis en dernière page la simulation du coût pour l'employeur en fonction de l'âge de l'apprenti, en fonction du niveau de formation préparé, et voilà, ce qui fait que ça fait 3 tableaux. Et là, vous avez 4 tableaux et on va prendre en compte, parce qu'il y a effectivement 26 ans et plus. Voilà, il y a 26 ans et plus. Et vous allez avoir, donc par exemple, pour quelqu'un qui a 26 ans et plus, vous voyez, le coût annuel, malgré une rémunération SMIC, eh bien, on va être. Alors, on a pris quelqu'un qui n'était pas en bac plus. On a pris quelqu'un qui était en niveau 5. Hein. Ben, vous voyez, on est sur un coût annuel de 4 717 euros. Si on compare si on reprend en compte les 228 heures avec un coût moyen chargé autour de 20 euros, on arrive donc à 4 000, presque 4 500 euros. Vous vous rendez compte que quand je vous disais tout à l'heure que le financement du temps du maître d'apprentissage venait quasiment compenser le coût à la charge résiduelle, à la charge de l'employeur, ben à 200 euros, on y est presque. Enfin, on y est. Voilà. Donc ça, c'est des documents qui sont vraiment faits pour vous. Vous avez ensuite une plaquette apprentissage. Ça, c'est celle qui est faite pour les... oui, ben ça, il y en a une pour chaque région, on vient de le voir. Et puis ici, vous avez les deux vidéos. Vous avez la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'était celle-ci. Ça, c'est pour les candidats. Et celle-ci, vous avez la vidéo qui est faite pour les employeurs. Alors, vous pouvez tout simplement la faire tourner. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez également envoyer le lien. Cette vidéo, elle est vraiment... parce que dans une collectivité, enfin chez un employeur, vous allez peut-être trouver une personne que vous allez réussir à convaincre. Mais cette personne-là, va falloir qu'elle aille convaincre le niveau au-dessus, va falloir qu'elle aille convaincre des collègues. Et donc, tous ces outils, ils sont assez faciles à partager. On envoie un lien, on un mail par mail, puis ensuite, la personne, ça lui permet d'être outillée à son tour, sans forcément y passer un temps important pour expliquer clairement les choses. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à passer un petit peu de temps pour découvrir tout ça parce que c'est les retours qu'on a eus. Hein, on a encore présenté dernièrement une équipe de Cap Emploi. C'était des retours qui étaient positifs, donc qui étaient même très positifs. D'Ivoire, Céline. Oui, il faut sortir. Voilà. Bien, ben, je crois qu'on arrive. Alors, on arrive à l'issue de notre présentation. Ce que je vous propose, hein, on n'avait plus de. Ce que je vous propose, c'est, avant de nous quitter, c'est de bien vouloir nous répondre à quelques petites questions, hein, déjà avoir un retour. Est-ce que globalement ça a fonctionné? Alors même si au niveau du son, j'ai vu qu'il y avait quelques difficultés, mais en général, c'est votre. Euh, alors oui, il reste une. Je verrai sur les dernières questions. Souvent, c'est votre connexion Internet qui pêche un peu. Bah, merci pour vos retours sur les outils, hein, parce qu'a priori, bah, ils semblent vous convenir. Hein. Et puis effectivement, bah, c'est la première fois qu'on organisait comme ça un webinaire en direction des conseillers à l'emploi. Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on intervienne. Je pense sur l'accès à l'emploi, mais aussi sur le maintien dans l'emploi. On sait que les statuts de la fonction publique ne sont quand même pas forcément si simples à appréhender.
Sur les situations de maintien dans l'emploi, ça peut être des fois compliqué de trouver la bonne solution pour mettre en place notamment l'aménagement du temps de travail, sans qu'il y ait des pertes de salaire pour l'agent, etc. Donc, on vous a proposé un certain nombre de thèmes. Si vous en trouvez d'autres, vous avez toujours la boîte de dialogue, hein. On n'a peut-être pas pensé à tout, hein. Et puis, vous retrouvez la possibilité de télécharger le support de présentation. En tout cas, merci. Ah oui, on avait une question, excusez-moi, Deux. j'allais On a deux conclure. questions. Donc, est-ce que les associations gestionnaires des Cap Emploi peuvent être l'organisme prestataire de l'accompagnement socio-professionnel? Moi, dans la mesure où les Cap Emploi ont déjà dans leur offre de service le fait d'accompagner les personnes qu'ils viennent de placer, ça me semble délicat. Moi, je pense que si vous avez une situation, j'ai envie de dire que, alors, je ne suis pas le FIPHFP, mais comme je comprends l'offre, je pense que de manière générale, la réponse, elle doit être non. Et puis, exceptionnellement, si vraiment il y a une situation pour laquelle il y a besoin d'un accompagnement fort, que vous avez une connaissance de la personne, etc., eh bien, je pense que oui, eh bien, écoutez, je pense que si vraiment vous êtes sur un accompagnement renforcé et qu'il y a de vrais arguments, moi, avant de le mettre en place, je prendrai contact avec. Donc là, on est sur le Grand Est, enfin, en tout cas avec votre DTH, donc là, on sera avec Monica Gouzi. En tout cas, je ne lancerai pas les choses avant de lui en parler. Voilà. Et est-ce qu'il faut être Et reconnu puis, travailleur handicapé pour lever la limite d'âge? Oui, effectivement, hein, par rapport au contrat aménagé pour les personnes en situation de handicap, il faut obligatoirement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, hein. J'espère que la personne était encore là. Et puis enfin, avant de vous dire au revoir, n'oubliez pas que la coordination du handicap, on a peu d'appels pour l'instant des Cap Emploi pour avoir des précisions sur ces contrats. Eh bien, on est aussi fonction ressources. Donc, si vous avez besoin de précision, si vous avez un doute, eh bien, vous nous passez un coup de fil à Céline ou à moi-même, hein. Vous avez toutes nos coordonnées normalement sur le Handipact, vous avez ça. Et je peux vous redonner mon numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone, c'est le 03 81 84 17 63. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au Bonne journée revoir. à vous.